Bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve ce matin pour La Voix est libre. Depuis 2 semaines, vous êtes nombreux à nous suivre et je tenais à vous en remercier au nom de tous ceux qui fabriquent La Voix est libre en Auvergne-Rhône-Alpes. Le compte à rebours est lancé. Dans maintenant 36 jours, nous votons pour les élections régionales. Voter, un privilège des démocraties, comme j'aime à le rappeler souvent dans cette émission. Voter pour savoir qui nous représentera dans cette nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est justement elle qui est au cœur de La Voix est libre aujourd'hui. À quoi va-t-elle ressembler? Ses atouts, ses faiblesses? Quels seront ses défis? On fait le point avec mes 3 invités ce matin. D'abord Gilles Paulet, professeur de sciences politiques à l'Institut de politique de Lyon, auteur de plusieurs articles sur les sujets territoriaux. Bonjour Gilles Paulet. Un habitué des plateaux de France 3 en période électorale, Daniel Navreau, directeur de la publication Prospective Rhône-Alpes Méditerranée. Bonjour. Bonjour Daniel. Et puis mon confrère Yannick Cusy, rédacteur en chef adjoint à France 3 Auvergne, avec qui je présenterai en grande partie les émissions spéciales durant toute cette campagne. Bonjour Yannick. Bonjour. Je compte sur vous messieurs pour faire aujourd'hui de la pédagogie. Un mot d'abord rapidement sur cette région Auvergne-Rhône-Alpes. Daniel, est-ce qu'on peut parler de Big Bang? Non, on ne peut pas parler de Big Bang, n'exagérons pas. C'est une évolution, mais une évolution qui potentiellement peut enclencher un processus quasi révolutionnaire. On bouge des frontières, d'autres frontières vont peut-être bouger, c'est le cas en matière d'intercommunalité en ce moment. Et donc c'est peut-être l'ouverture d'un chantier qui ne fait que commencer aujourd'hui. Mais on commence effectivement par ce nouveau périmètre régional d'une grande région qu'on va qualifier de région du centre-est. Gilles Paulet. Oui, je suis assez d'accord. C'est difficile de parler véritablement de Big Bang ou de révolution dans la mesure où en fait c'est la suite d'un processus assez logique. On est sur l'acte 3, effectivement, de la décentralisation et il y a des mouvements territoriaux très importants. Mais à la fois, j'ai l'impression qu'il y a une dynamique qui a été enclenchée il y a maintenant une trentaine d'années, bien évidemment. Et puis, par ailleurs, il faut toujours se méfier entre les lois et leur mise en œuvre. Donc, il faudra regarder dans la réalité de la mise en œuvre ce qui va véritablement changer. Et là, on pourra mesurer effectivement les effets du changement. Yannick? Oui, Big Bang, il faudrait qu'il y ait une explosion, une destruction, c'est pas l'objectif, donc c'est peut-être pas le bon mot. Une formule journalistique, Yannick. Petite révolution quand même, parce que ça va changer la vie au quotidien. Là, je pense à tout un chacun, aux électeurs, ça va forcément changer des choses. Et voir si tout ça aboutit à ce qu'on espère, ce que les électeurs espèrent, c'est-à-dire un peu moins de dépenses, un peu moins de gabegie, parce que c'est l'idée de départ, c'est de faire plus simple et moins cher. Et ça, c'est pas gagné pour l'instant. On en parlera. Juste un mot, Gilles, sur la région. Il faut le dire aux téléspectateurs, c'est l'échelon le plus jeune dans l'histoire territoriale en France. Bien sûr, 1972, les premières élections au suffrage universel 86. 86. Voilà, donc la 6e, on sera sur la 6e période électorale. Donc c'est effectivement un territoire, on pourrait dire neuf, et c'est un territoire qui a eu du mal à éclore finalement dans l'histoire politico-administrative de la France, avec probablement certaines réticences de l'État central. Et aujourd'hui, on a au moins 4 niveaux territoriaux: la commune, l'intercommunalité, le département et la région, et puis l'État central qui est aussi présent en région, enfin dans les territoires. Il faut se rappeler qu'on a tout ce qu'on appelle les organismes déconcentrés d'État qui sont aussi dans les territoires. Daniel? Et on pourrait rajouter des organismes comme les pôles métropolitains. On a vraiment un millefeuille que l'on condamne depuis des décennies, mais que l'on ne cesse d'agrandir, d'étoffer. Auvergne-Rhône-Alpes. D'abord, 3 chiffres simples pour vous faire une idée de ce nouvel ensemble. Sa superficie, à peu près, allez, on va dire 70 000 km². J'ai fait un classement qui vaut ce qui vaut, mais on se classerait dans l'Union européenne, 17e État, à peu près l'équivalent de la superficie de l'Irlande. En population, 7 800 000 habitants, 15e État de l'Union européenne, juste derrière l'Autriche, 10e région en Europe. Notez dans un coin de votre tête, 70% des Auvergnats rhône-alpins habitent en zone urbaine. Et puis, dernier chiffre, la richesse, le produit intérieur brut, vous le voyez, à peu près 239 milliards d'euros, 2e région en France après l'Île-de-France. Ça fait un PIB moyen par habitant de 30 000 euros, 8e région en Europe. Messieurs, est-ce qu'on peut dire maintenant qu'on a vraiment une région aux mensurations européennes? Oui, mais c'était déjà le cas avant, pour Rhône-Alpes. Ça n'était pas tout à fait le cas pour l'Auvergne. Maintenant, quelles sont les mensurations européennes? Il y en a plusieurs. D'abord, quand on parle de classement des régions européennes, on met un peu tout là-dedans. Par exemple, on parle des régions du Royaume-Uni, il n'y a pas l'équivalent de région au Royaume-Uni, ça n'existe pas. Donc on crée des régions, l'Europe a créé des entités régionales, par exemple au Royaume-Uni, il n'y en a pas. Les compétences ne sont pas les mêmes, les recettes ne sont pas les mêmes. Donc on compare objectivement des choses qui ne sont pas comparables. Cela étant dit,
on fait souvent le rapport avec l'Allemagne. Avec les lenders allemands. Et on dit, oui, mais il y a des petits lenders en Allemagne. Certes. Cela étant dit, dans les 10 plus puissantes régions européennes, on a 5 lenders allemands. Donc, ne nous voilons pas la face. Il y a bien effectivement un effet de masse. Et dans les grandes régions puissantes, notamment en termes de PIB, encore une fois, dans les 10 premières, eh bien, on a 5 allemandes. Donc, Rhône-Alpes-Auvergne ou Auvergne-Rhône-Alpes, on en reparlera peut-être, cette formulation, eh bien, se met effectivement clairement à ce niveau. En termes de PIB, elle va passer du 11e rang au 7e ou 8e selon les critères. Et puis, bon, le calcul des PIB régionaux est quelque chose qui est parfois un peu artistique. Je crois qu'il y a quand même une grande différence quand on compare les régions ou leurs équivalents, c'est la nature du système politique. Quand on est dans un système fédéral, par définition, les régions ou les lenders, par exemple en Allemagne, n'ont pas du tout les mêmes prérogatives, les mêmes compétences. À peu près, c'est un budget 10 fois supérieur voilà. Pour certains. Donc, à mon avis, ce n'est pas une question de périmètre ou de nombre d'habitants. La réalité du pouvoir des régions, c'est la question de la compétitivité, c'est la question du budget, c'est la question de pouvoir utiliser les impôts, c'est la question aussi des prérogatives et des compétences qu'on dévolue à ces territoires. Et là, pour le coup, on est encore bien loin, bien évidemment, de régions de type fédéral, même si on s'en rapproche petit à petit, on pourrait dire. Mais est-ce qu'on veut un système qui aille vers le fédéralisme en France ? À mon avis, c'est quand même loin d'être évident. Yannick ? C'est ça, hein. Pour l'instant, on fait comme si c'était un petit pays qui allait naître. C'est vraiment pas le cas. Quand on parle de PIB, par exemple, de cette future région, est-ce que ça a vraiment un sens ? Aujourd'hui, ça n'a pas de sens économique. Donc, je pense pas qu'on puisse encore parler d'une zone qui portera en Europe. Même culturellement, ça va prendre du temps. Alors, j'allais apporter des bémols, mais vous en avez enlevé déjà quelques bémols. L'autre bémol, c'était aussi cette capacité fiscale, justement. C'est une chose importante à dire aussi. La région fait partie de ces collectivités qui n'ont pas la main sur une grande partie de leurs ressources aujourd'hui. Oui, mais enfin bon, ça c'est peut-être pas essentiel. On parlait des lenders. En Allemagne, les budgets des régions viennent de l'État fédéral. Mais après, ce budget, les régions les lenders en ont la pleine maîtrise. Mais les lenders ne lèvent pas l'impôt. Donc le fait de lever l'impôt, c'est une tradition française. On considère qu'on a le pouvoir si on lève l'impôt. Ce n'est pas forcément le cas partout. Donc oublions cette dimension. Moi, je pense que pour cette nouvelle région, on a dit c'est pour faire des économies. Après ce discours, on l'a oublié. Et puis on a plutôt avancé la notion d'espace stratégique. Ce qui, je pense, n'est quand même pas faux. Et notamment pour notre région, qui effectivement a la chance de pouvoir se structurer autour d'une métropole incontestée. Lyon est la capitale régionale incontestée, aussi sûrement que Clermont-Ferrand a été la capitale incontestée de l'Auvergne. Et cette métropole peut structurer la région par un maillage urbain et métropolitain qui est quasiment sans équivalent en France. Donc on a là, je pense, une spécificité auvergno-rhône-alpine. Non, vous voyez, Rhône-Alpes-Auvergnate, c'est quand même plus joli. Donc qui est réel, avec un espace stratégique déjà structuré sur le plan urbain et métropolitain, et qui peut effectivement être porteur de nouvelles stratégies. Mais on n'est pas dans les compétences des régions lorsque je tiens ce discours. C'est marrant parce que j'allais apporter l'existence de la métropole et son poids. Il faut savoir que le budget de la métropole de Lyon est supérieur à celui de la future grande région. Quand même, c'est une donnée importante. Est-ce que ça, c'est pas justement un bémol sur cette capacité de la région à peser en Europe, la présence en son sein d'une métropole aussi puissante ? On ne peut pas, en tout cas, imaginer que la métropole va rester, j'ai envie de dire, les deux pieds dans le même sabot en attendant que la nouvelle région rentre et mette en place un certain nombre d'actions publiques, etc. Donc je pense qu'il faudra vraiment travailler sur l'enchevêtrement et la complémentarité des compétences. En gros, on nous a vendu la fusion des régions autour de plusieurs thèmes. Effectivement, ça va faire des économies. On y reviendra peut-être. On y reviendra rapidement tout à l'heure. Ça va être quand même compliqué, dans un premier temps en tout cas. On va gagner en compétitivité et on va moderniser et rationaliser l'action publique territoriale. Donc voilà, moi j'attends pour voir, j'ai envie de dire, on verra dans les faits, mais sur ces trois niveaux-là, c'est pas absolument évident qu'on fera mieux à 13 ce qu'on faisait à 22. Ça se discute. C'est pas absolument évident qu'on va faire des économies, c'est pas absolument évident que l'action publique soit plus efficace. Maintenant, bien évidemment, c'est entre les mains des gens qui vont avoir à gérer ces régions. S'ils ont des capacités d'impulsion, en tout cas, ce qu'on va gagner, c'est de la visibilité, de la lisibilité, de la crédibilité au niveau européen, au niveau international. Mais ça, il faut le transformer en force d'action publique, j'ai envie de dire. Un autre mot pour ponctuer cette voie libre consacrée à l'Auvergne-Rhône-Alpes. Ce mot, c'est des équilibres entre les deux futures ex-régions. Quelques chiffres pour bien saisir l'enjeu. D'abord, la population
Allez, le ratio, c'est à peu près 18% de la population auvergnate, 82% de la population rhône-alpine. La part de la richesse régionale, tiens, donnée intéressante, 85% du PIB fourni par la région Rhône-Alpes. Et dernier indicateur que j'ai choisi, c'est le revenu moyen, en fait. Vous le voyez, hein, l'écart entre les deux régions actuelles est à peu près de 3 000 euros. Yannick, est-ce que l'Auvergne... Pardon Yannick, mais forcément, c'est pour ça que je vous ai invité. Est-ce que l'Auvergne a eu ou a encore peur d'être vampirisée par Rhône-Alpes? Alors, il faut se rappeler, quand cette réforme a été abordée, avant même que le président Hollande la griffonne sur un coin de table, c'est qu'on raconte, la première idée du président de l'Auvergne, c'était d'aller chercher le Limousin. Vous vous souvenez? Donc l'idée que voulait défendre René Souchon, c'était de dire on va trouver à la limite encore moins fort que nous, pardon pour le Limousin, et avec ça, on va rester les patrons. Enfin, je pense que c'était l'idée, hein, et de construire quelque chose. Donc, on est venu vers Rhône-Alpes. C'est le projet historique de Giscard C'est le d'Estaing. projet historique, voilà. On est venu vers Rhône-Alpes un peu à reculons. Donc oui, il y a une vraie crainte, elle existe. Il y a eu vraiment des déceptions. Elles sont d'ailleurs encore présentes, par exemple, en ce moment, on parlera de politique tout à l'heure, mais du côté du Parti communiste qui regrette vraiment cette idée. Donc oui, ça existe. Moi, j'avais d'autres chiffres. J'ai regardé en démographie, le pôle métropolitain lyonnais sera 24% de la grande région. Celui de Clermont-Vichy, c'est 6%. Donc évidemment qu'il y a un gros déséquilibre. C'est valable aussi pour l'emploi. Je crois que le pôle lyonnais, c'est 29%, celui de Clermont-Vichy, c'est 7%. Et puis Clermont Voilà, sera plus ça capitale calme. régionale. Ce qui a Clermont aussi, perd plein de choses, on peut faire le tour. Il y a des craintes, elles sont plus trop politiques pour l'instant, parce que maintenant on est tourné du côté des politiques vers l'élection, mais elles restent présentes par exemple dans les administrations, les gens qui travaillent pour les services qui sont basés actuellement à Clermont et qui risquent de disparaître ou qui ont déjà commencé à partir vers Lyon. Bien sûr. Daniel? Alors, crainte dans les milieux administratifs, un peu politiques. Par contre, dans les milieux socio-professionnels et économiques, Pas du tout. c'est le Tout à contraire. fait. On a un volontarisme impressionnant des Auvergnats, dans leur diversité, vis-à-vis de cette grande région. Et croyez-moi, je pense qu'ils vont nous surprendre dans beaucoup de domaines et dans beaucoup de secteurs. Tout à fait, Ils seront Daniel, mais très présents. Ils ont compris, par exemple les agriculteurs, au dernier sommet de l'élevage le disent très bien, c'est un marché qui s'ouvre. Voilà, ils disent on va mettre nos produits dans les assiettes des cantines lyonnaises et tant mieux, par exemple. On a parlé de ces deux régions, du coup la question qui me vient directement, messieurs, c'est est-ce qu'il existe un intérêt à parler d'identité, de future identité régionale? D'abord déjà, est-ce que vous estimez, je peux répondre en partie à la question quand même, moi-même, sur Rhône-Alpes, elle est extrêmement faible, voire totalement inexistante. Sur l'Auvergne, quel serait votre regard, Yannick, sur l'identité auvergnate? Ah bah elle est forte, Elle est forte. je peux la défendre si vous voulez. Bien sûr qu'elle existe, oui. Et est-ce qu'il y a un enjeu, vous trouvez, dans la constitution de cette nouvelle région, un enjeu sur la constitution d'une nouvelle identité? Mais si vous permettez, je pense que d'abord les identités régionales en France sont relativement faibles par rapport à d'autres pays, notamment européens. Et par ailleurs, pour avoir plus de compétitivité, pour être bon en action publique, etc., on n'a pas forcément besoin d'avoir une identité régionale forte. C'est-à-dire qu'on peut très bien... Je pense que déjà l'identité rhône-alpine est une construction historique récente. Et celle-ci sera également une construction historique très récente. Et je pense qu'on n'a pas intérêt à essayer de vouloir absolument créer des formes d'identification à la nouvelle région, mais qu'on va plutôt créer une dynamique de compétitivité, une dynamique de développement. C'est plutôt ça, à mon avis. Dans le milieu des aménagistes, on parle de plus en plus non pas d'identité, mais de personnalité. C'est un peu dans ce sens. Ouais. C'est-à-dire que donner une personnalité à une métropole, une personnalité à une région, c'est-à-dire une stratégie. Donc c'est le mouvement et non pas une identité plus ou moins figée. Et je pense que l'enjeu pour Rhône-Alpes-Auvergne, il sera là. C'est effectivement d'avoir une stratégie de personnalisation, une vraie stratégie de développement. Si je peux avoir un mot sur l'identité auvergnate. Bien sûr, elle est plus forte que l'identité rhône-alpine. Elle existe, incontestablement. Sûr. Mais l'Auvergne, c'est quoi? La vraie Auvergne, c'est le Puy-de-Dôme, c'est un tiers de la Haute-Loire, 2 tiers du Cantal et la moitié de l'Aveyron. Et également un tiers de la Corrèze. Voilà la véritable Auvergne. Bon. Donc, ça c'est l'Auvergne Qui ne correspond pas en tout cas aux frontières Après, administratives actuelles. l'Auvergne telle qu'elle a été constituée en 1955-56, c'est une Auvergne qui naturellement se structure, même avec les Bourbonnais, avec le département de l'Allier, qui n'est pas du tout auvergnat, mais elle se structure parce qu'effectivement, il y a une capitale naturelle, c'est Clermont-Ferrand. Et cette région s'est vraiment construite naturellement, simplement, autour de Clermont-Ferrand. Encore une fois, je pense que, et on peut espérer que ce soit la même chose, effectivement, pour la nouvelle région, avec Lyon, mais avec un Clermont-Ferrand qui devra effectivement trouver sa place dans ce maillage métropolitain régional. Ce qui dit Daniel est vrai, hein. Historiquement c'est vrai.
Ceci dit, l'Auvergne fait partie de ces régions, comme l'Alsace, par exemple, ou la Bretagne, où on tient à se dire qu'on est auvergnat, par exemple, on tient à le dire, on le défend. Et à mon avis, il y aura un petit effort à faire. Aujourd'hui, les habitants de l'Auvergne, les auvergnats, continuent de dire qu'ils resteront auvergnats quoi qu'il arrive, par exemple. Mais c'est vrai, par exemple, les Bourbonnais disent la même chose, alors qu'officiellement, ça n'existe pas. Si je puis dire, je ne vais pas faire que des amis. Ils seront auvergnats dans Auvergne-Rhône-Alpes. Ça ne posera pas de problème, tout à fait. à mon avis. Tout à fait. Alors, un des gros enjeux du futur exécutif qui prendra la tête de cette région, ça va être évidemment la fusion. Les enjeux liés à la fusion. Il y en a un dont je voulais parler avec vous, messieurs, c'est celui de travailler ensemble, finalement, notamment par-delà, je dirais, les clivages territoriaux actuels. Est-ce que là, on est vraiment dans le dur, dans le gros défi que va devoir relever le nouvel exécutif de la future région ? Oh, écoutez, d'abord, le nouvel exécutif va devoir installer administrativement la région. Déjà fusionner les administrations. Bon, les choses sont déjà en cours, mais enfin bon, croyez-moi, ça va être un gros chantier. Donc, je pense que les 6 premiers mois qui sont cruciaux vont quand même être occupés à cette installation administrative, tout en lançant peut-être ça veut dire harmoniser les statuts du système de paye à tous les avantages, et puis l'organisation du véritablement organiser les services, le site de Clermont-Ferrand, comment on l'organise. Bon, dans le même temps, l'État va également se réorganiser, se restructurer. Donc là, on a une phase d'installation et de transition qui va courir sur toute l'année 2016. On a vraiment l'installation de la nouvelle région, mais à charge du nouvel exécutif régional de pouvoir effectivement, dans cette période d'installation, arriver à déterminer d'ores et déjà des éléments de stratégie de développement. Et on dit souvent que ce soit une fusion industrielle ou une fusion institutionnelle ici, il faut du temps, et ça coûte de l'argent. Donc il ne faut pas croire que dans un premier temps, on va faire des économies. Il faut avoir cette capacité organisationnelle, institutionnelle nouvelle, etc. Et moi, je pense que 6 mois, 1 an, c'est même... Non, mais les 6 premiers mois seront absolument essentiels, oui. mais ça va prendre du temps et ça peut même prendre une mandature pour arriver à installer un certain nombre de choses, etc. 5 ans, la loi a prévu 5 ans. Voilà, la loi a prévu 5 ans. 5 ans et 3 mois. Ce qui est logique, par rapport au temps institutionnel, au temps administratif. Après, bien évidemment, on peut imaginer que par la suite, avec des non-remplacements de départ à la retraite, un certain nombre de... Bien sûr, il y aura des postes qui vont être doublonnés, donc il faudra redispatcher un petit peu tout ça. Sur 10-15 ans. Voilà, sur 10-15 ans, on peut imaginer qu'on fera un certain nombre d'économies, qu'on sera peut-être dans une forme de rationalisation de l'action administrative, mais pas tout de suite. Donc on est bien d'accord, on va se le dire ce matin tous ensemble, les promesses de campagne de dire que, en gros, les économies seront visibles très rapidement, c'est pas crédible. Ce ne sera pas tout de suite. Non, puis il y a encore des choses floues. On parle en ce moment beaucoup d'un vice-président dans la région la moins importante d'origine. Donc là, ce serait l'Auvergne, par exemple. Donc est-ce que ça va être vrai et à quoi ça sert, comment ça marche? Il y a plein de choses. Dans le monde de l'économie, c'est vrai que ça se passe plus facilement. Ça existe déjà. Oui. Il y a des entreprises qui ont des sites à Lyon et à Clermont, en tout cas des deux côtés. Ça se fera, à mon avis, plus facilement. C'est vrai qu'en termes d'administration, parce que ça suscite des craintes et de vieilles habitudes, en fait, ça va être beaucoup plus long. Et par exemple, parmi les craintes, je pense au Cantal, puisqu'on parlait du Cantal, avec 4 élus, il va y avoir des grands coups de frein pour pas tout laisser partir à Lyon. Voilà, en termes de décision, de représentativité, ça va tellement inquiéter les gens que ça va culturellement être beaucoup plus long que 6 mois, ça c'est sûr. Donc on est bien dans ce que je disais tout à l'heure là, dans cette partie que vient d'aborder Yannick, sur les clivages territoriaux malgré tout. C'est-à-dire comment les uns et les autres vont exercer ce mandat qui est quand même un mandat grande région. Mais en même temps, on a des univers ou des secteurs professionnels, si je parle du mien, celui que je connais le moins mal, l'enseignement supérieur et la recherche, où on voit qu'on dépasse assez facilement les clivages territoriaux. Même s'il peut y avoir des éléments de concurrence, les mondes scientifiques, les mondes académiques d'Auvergne et de Rhône-Alpes se parlent, se connaissent, ont déjà des traditions bien établies de coopération. Et donc, dans un certain nombre de cas comme ça, je pense que ça peut aller assez vite. Dans d'autres cas, on peut avoir des scléroses, des pesanteurs un peu plus bureaucratiques, c'est sûr. Juste un chiffre, je ne vous le donne pas en infographie, comme on dit, mais c'est 8370 collaborateurs qui travaillent dans les 2 conseils régionaux. Et sachez-le, 77% du personnel, ce sont les lycées. 77% du personnel lycée. Autre enjeu énorme dans les 5 ans qui viennent, l'harmonisation des politiques. On va parler des nouvelles compétences bientôt, mais malgré tout, il va falloir faire en sorte que les 2 anciennes politiques régionales n'en deviennent qu'une seule. Or, les options ces dernières années étaient différentes. Ça va être un enjeu considérable aussi dans les années qui viennent. Alors, au passage, l'administration régionale est une administration légère. Puisque le personnel des lycées est un personnel d'exécution qui a été transféré aux régions, mais je dirais le pur personnel régional est extrêmement limité.
Donc, ça n'est pas le débat. Le débat, ça n'est pas Et le pourtant, personnel vous verrez qu'il régional. sera dans le Mais débat de la je le campagne, sais, forcément. Je le sais ô combien. Hein, donc, mais je pense qu'il faut quand même insister là-dessus. Le personnel politique régional n'est pas pléthorique comparé, par exemple, au personnel métropolitain lyonnais. L'harmonisation des politiques, enjeu essentiel aussi dans les 5 ans qui viennent. Bien évidemment, forcément. Et puis on est absolument dans la vraie compétence régionale, quelque part. C'est l'harmonisation. Alors la région va devenir une machine à fabriquer des schémas. Hein, donc, non, mais c'est parce que il y en a plusieurs. Le SRADET, par exemple, pour l'aménagement des territoires. Le rôle de la région, la nôtre, hein, bon, c'est cela, ce sont les schémas. Donc, il y aura le schéma développement économique, il y aura des schémas dans tous les domaines. Donc, ça va être un peu la région harmonisatrice, planificatrice. Et c'est là où on va peut-être avoir parfois des débats un peu chauds avec les métropoles. Je ne dis pas la métropole de Lyon seulement, mais avec les grandes agglomérations et métropoles de Rhône-Alpes. C'est possible. Donc là, enjeu essentiel, on est bien d'accord, hein, sur le poids des Débat, métropoles et des confrontation, villes. ça ne veut pas dire opposition, mais il y aura potentiellement friction, et la loi NOTRe sur le développement économique, par exemple, donne le primat à la région, mais avec un vocabulaire qui reste quand même très imprécis. Voilà, ce qu'on voit un petit peu sur ces réformes territoriales de ces dernières années, c'est qu'on essaye d'ériger un certain nombre de collectivités territoriales en chef de file. Donc effectivement, la région est chef de file sur un certain nombre de secteurs, à commencer par le développement économique. On voit mal la métropole et Gérard Collomb se laisser damer le pion, j'ai envie de dire, sur la dimension des développement économique et n'avoir pas son mot à dire. On se souvient bien qu'il y avait eu un bras de fer à un moment de Bien la évidemment. fabrication de la loi. Il y sur ce point-là en aura des particulier. négociations, il y aura des ajustements nécessaires, mais effectivement, il faudrait arriver à respecter la hiérarchie de ces chefs de file et de ces compétences différenciées suivant les collectivités territoriales. Mais sur un certain nombre de domaines, je parlais tout à l'heure de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est évident qu'il y aura des tensions, il y aura des arbitrages nécessaires en tout cas. Je pense qu'en Auvergne, le principal problème, c'est celui du maire de Clermont-Ferrand, qui est plutôt content de ce qui arrive, qui croit, lui, que des choses positives pour sa commune, pour sa ville, dans cette fusion. Son gros souci, c'est de ne pas être oublié et que sa ville ne perde pas tout dans ce tour de passe-passe. Donc c'est pas du tout le même défi que la guerre entre colons et la région pour savoir qui sera le patron, hein, pour dire les choses simplement. Alors que là, Olivier Bianchi, lui, il essaye juste de réussir son coup pour ne pas être oublié. Et son défi, c'est d'être aussi de peser autant que Grenoble, voilà, pour dire les choses comme ça. Ben, vous savez, Lyon, métropole et région, ce serait Laurent Wauquiez, le président de la métropole, et Gérard Collomb ou ça un serait la même autre. chose. On aurait, quels que soient les hommes, on aura à un moment donné la confrontation, quels que soient les acteurs. Bon, c'est vrai que la manière de faire des acteurs fait que les choses se passent plus ou moins bien et que les partenariats sont scellés ou non. Mais pour Clermont-Ferrand, Olivier Bianchi est un maire effectivement qui est très actif et dynamique, objectivement. Et je pense qu'il arrivera à bien positionner son agglomération et son pôle métropolitain dans l'ensemble régional. Allons au bout de cette idée sans augurer du résultat, mais d'une guerre Wauquiez-Collomb pour montrer à Lyon qui fait mieux les choses. Je n'ai pas parlé de guerre Collomb, justement. Pour montrer qui développe le mieux les choses, et notamment Lyon, et on va dire le Rhône, ça, ce serait pas bon pour des zones comme l'Auvergne, pour le coup, parce que les décisions pèseraient du mauvais côté. Pour reprendre une expression de quelqu'un qui est sur ma gauche, en fait, hein, je vais lui voler une expression, et finalement, on sera dans la concertation forcée, dans la coopération forcée. Tout à fait. Tout à fait. Et on voit mal d'ailleurs un président de région et le président de la métropole de Lyon, pour ne citer que ces deux-là, être en guerre permanente, comme ça peut être le cas ces dernières années, mais peut-être pour des paramètres différents. Donc il y a quelque part un partenariat qui sera forcé. La région ne peut pas faire sans la métropole et la métropole sans la région. Puis vous savez, c'est toujours la thématique. Est-ce que c'est la région qui fait la métropole ou la métropole la région? C'est un peu l'œuf et la poule. Hein. Donc on disait tout à l'heure chef de file, en tout cas en matière économique. Je voudrais juste revenir là-dessus parce que de quoi on parle réellement? Est-ce qu'on parle des aides directes en grosses entreprises? Qu'est-ce que ça pèse aujourd'hui dans l'action économique? Ou est-ce qu'on parle aussi toute la partie foncière, hein, l'immobilier d'entreprise, qui lui reste compétences métropolitaines et des intercommunalités? Le levier vraiment qui compte, c'est lequel, selon vous, messieurs? Parce que, encore une fois, les aides directes, c'est peanuts, hein, si on regarde les budgets. Bien sûr, on peut mettre beaucoup de choses dans la dimension de développement économique, mais comme ça a été dit et très justement dit, il y a une question de stratégie. Une stratégie de développement des territoires, et normalement, c'est la région qui devrait inscrire cette stratégie politique. Pour revenir au débat précédent, je crois qu'on sera dans une logique de négociation, il y aura des négociations, et pour me risquer à une petite parenthèse de sociologie politique, il est quelquefois plus facile de négocier entre deux chefs de file qui sont de partis différents que de la même couleur politique. L'histoire nous apprend ça souvent. Donc, ça peut... il faudra voir bien sûr le résultat des élections, etc., mais c'est souvent le cas.
Le réseau des villes en Rhône-Alpes n'a jamais si bien fonctionné quand c'était Raymond Barre et Michel Destot qui l'animaient. Bien sûr. Bien sûr. Sur cette question de l'aide directe, l'aide économique, encore une fois, j'ai regardé les chiffres cette semaine, c'est vraiment marginal. Mais oui, mais tout à fait. C'est 4% pour la région Auvergne, à peu près pareil. C'est le pilotage Pour Rhône-Alpes. des pôles de compétitivité. Voilà. Bon, ça, c'est le domaine direct d'action de la région. Après on est effectivement dans le stratégique, dans une forme de planification régionale. Donc, je pense qu'il faut relativiser aussi les enjeux. Il y a matière à s'entendre là-dessus. Encore une fois, on voit mal une région comme la nôtre établir une stratégie de développement économique en faisant fi de la position de la métropole. C'est impensable. Il y a une carte à jouer, il y en a plusieurs, mais il y en a une notamment en termes d'économie. C'est, il me semble, la complémentarité entre les deux régions actuelles. Voilà, les industries et l'économie n'est pas tout à fait la même. L'Auvergne est plus dans une économie d'excellence qui peut apporter des choses à Rhône-Alpes. Et évidemment, dans l'autre sens, on sait déjà que ça va apporter beaucoup à l'Auvergne. Donc ça peut marcher. Et je pense que le rôle de la région, c'est de mettre en avant et en valeur tous ces avantages pour attirer d'autres entreprises. Il y a une autre carte à jouer, et ça touche à l'économie, c'est le tourisme. Voilà, où là, vraiment, il y a une vraie fusion à jouer. Et qu'on parlait d'identité, si on arrive à montrer que cet ensemble fait un écrin varié, divers. Même si, messieurs, sur le tourisme, riche. vous le savez bien, c'est une compétence ultra partagée, puisque tout le monde peut en faire. Ouais. Et que du coup, là, l'existence même d'un schéma, ça va pas être simple quand même. Bon, mais en même temps, on voit bien qu'il y a des thématiques, tourisme, montagne, métropolisation, qui vont quelque part finir par relativiser cette distinction entre Rhône-Alpes et Auvergne. Et le véritable enjeu du premier mandat, c'est qu'à la fin de ce premier mandat régional, eh bien, on ne parle plus de la partie Auvergne. Ça ne veut pas dire qu'on ne parlera pas encore de l'Auvergne. On parlera encore de l'Alsace dans 6 ans, bien évidemment, et on continuera de parler de l'Auvergne. Mais dans les raisonnements, on ne parlera plus de la partie Auvergne. Et j'espère, horreur, que l'on évitera d'avoir des vice-présidents délégués à l'Auvergne. Parce que alors là, ça serait... C'est parti pour, si ça j'ai serait, bien suivi. eh bien, croyez-moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui est totalement contraire à l'esprit de la loi et simplement à la bonne intelligence des choses. Et que les électeurs ne comprennent pas, hein, pour l'instant. Un dernier mot, juste avant de passer au journal de midi, sur les transports, messieurs. Alors, on va pas parler du TER, j'aimerais qu'on parle des transports qu'on appelle non urbains ou interurbains et les transports scolaires. Ça aussi, c'est une compétence qui va revenir aux régions, qui va avoir malgré tout, il va falloir le gérer parce qu'aujourd'hui, c'est au département. 12 départements, je mets de côté la métropole. Il va falloir unifier tout ça, ça va être un énorme enjeu aussi. Oui, enfin, ça va se faire sur plusieurs années. Hein, donc oui, bien sûr. Mais bon, oui, c'est un gros chantier, et c'est un chantier qui dessaisit les départements d'une compétence qui était peut-être lourde, mais qui était utile dans l'identification départementale. On voit bien que, on n'a pas le temps d'en parler, mais les départements, là, commencent à se vider de sens. Oui, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais les départements vont avoir gardé de l'intérêt pour les communes rurales, enfin pour les territoires ruraux, avec probablement des maisons du département, etc. Mais dans un certain nombre de cas, la plupart des compétences sont passées effectivement à la région. Et pour ce qui concerne les transports scolaires ou l'interurbain, etc., il va y avoir effectivement une nécessité. Là, pour le coup, on va voir si cette mise en œuvre d'une action publique négociée, qui va rassembler un certain nombre de compétences qui étaient sur plusieurs territoires, etc., si ça va pouvoir fonctionner ou pas et comment. Et c'est un enjeu à la fois technique, financier, mais aussi politique. Il va falloir avoir une stratégie, un schéma général. Et ça, effectivement, il faut des compétences pour le faire. Voilà, merci messieurs pour cette première partie de La Voix est libre. Vous restez avec nous, tout de suite le journal régional qui est présenté par Julien Sauvadon. Bonjour Julien. Bonjour Olivier, bonjour à tous. À la une, la condamnation à 1 mois de prison ferme de l'ex-espoir du cinéma français, Gérald Thomassin. Le tribunal de Bordeaux lui reproche d'avoir brisé volontairement son bracelet électronique. Pour mémoire, le comédien avait été mis en examen en 2013 pour le meurtre d'une postière dans l'Ain, puis relâché faute de preuves. Placé sous contrôle judiciaire, il était assigné à résidence en Gironde. 849 millions d'euros, c'est le montant des investissements annoncés hier pour le fleuve Rhône. Une somme qui va permettre aux différentes régions concernées de soutenir des projets très variés concernant le développement durable ou la navigation sur le fleuve. Vanessa Fize, Nicolas Ferraud. Cette nouvelle centrale hydroélectrique est certes petite, mais elle est capable de subvenir aux besoins en énergie de 22 000 habitants et abrite en son sein une passe à poissons qui va redonner vie à un bras du Rhône oublié. Voilà l'un des très nombreux projets qui ont vu le jour grâce au premier volet du plan Rhône, un plan qui privilégie tout au long du fleuve le développement durable. On crée de l'énergie verte, donc on va dans le bon sens.
On fait passer les poissons, donc les poissons seront présents en plus grand nombre. Le fleuve Rhône est souvent paisible, comme en ce doux jour d'automne. Pour autant, il est le plus puissant de France et il montre aussi parfois sa furie, comme lors des dramatiques inondations de 2003. C'est à leur suite que les pouvoirs publics et différents acteurs ont pris conscience de la nécessité d'uniformiser politiques et projets. Culture et patrimoine, qualité des eaux, énergie, transport fluvial, une multitude de projets sont soutenus dans ce plan qui va s'étaler jusqu'en 2025. La nouvelle enveloppe pour les 5 ans à venir s'élève à près de 850 millions d'euros mis sur la table par les différents acteurs. Développer l'activité économique le long du fleuve, développer le tourisme fluvial, développer les énergies renouvelables, et le tout en veillant à la protection des populations, à la maîtrise du risque inondation. C'est vraiment un grand projet de développement durable. Et de l'avis de tous, les résultats se font déjà sentir. Le fleuve a pris une place plus amicale, plus responsable dans la vie des régions traversées. Quand un piratage informatique conduit le tribunal de commerce de Saint-Étienne à placer une entreprise en redressement judiciaire. C'est la douloureuse mésaventure que vit en ce moment le groupe stéphanois de communication XL qui emploie 110 salariés. La société aurait perdu plusieurs millions d'euros suite à une intrusion informatique perpétrée par un salarié d'un fournisseur. La neige est arrivée sur les cimes de notre région, dans la station de Serre-Chevalier. C'est la course contre la montre pour terminer les travaux d'intersaison. Des pistes au matériel, tout doit être vérifié avant l'arrivée massive des skieurs. Mekiusa Boudjema, Sébastien Madigou. Il y a trop de neige, ça en a mis un peu cette nuit. 15 cm de neige et c'est tout un calendrier de contrôle technique qui est bousculé. Alors il faut faire vite. On est sur la fin de tous les travaux, faut finir pour que tout soit prêt. On perd un peu du temps là parce qu'il faut qu'on aille absolument au téléski là-bas, mais du coup on va essayer par là, sinon si on n'y arrive pas on va faire le tour. Mais ce ne sera pas pour cette fois-ci, l'accès en voiture est impossible, le chantier est reporté. Direction les pistes pour des tests surprenants. Est-ce que tu peux regarder là, sur la Superdry? Bon, séquence validée, et bon, ça va partir. Ce bruit est produit par un mélange de propane et d'oxygène. Via ce tube, il crée une avalanche artificielle préventive. À chaque chute de neige importante, du moment qui est à partir de 25-30 cm de neige au sol, donc on tire chaque fois pour nettoyer, pour pas que l'avalanche puisse atteindre la piste. Pour sécuriser. Ça, c'est pour sécuriser le domaine skiable. Même si on l'aime naturelle, la neige, on la cultive aussi. Elle permet tout d'abord une stabilité du manteau neigeux sur les pistes et elle fait quand même un complément en début de saison pour permettre une ouverture, mais aussi en fin de saison pour permettre une fermeture bien plus tard. Alors, il est important de vérifier les machineries et les 570 enneigeurs répartis sur la station. On a quand même un problème sur le 541 qui ne fonctionne pas, on va aller voir ce qui se passe. Tu descends ou je descends? Allez, j'y vais. Vas-y. C'est un problème de disjoncteur. Donc il faudra revenir. En pleine saison, on a notre créneau de froid qui est déjà très réduit, donc on ne peut pas se permettre des problèmes comme ça pour rentabiliser au maximum l'installation. Si elle gèle un peu l'avancée des derniers travaux, la neige donne le sourire aux commerciaux. Il n'y a pas plus vendeur qu'un paysage prometteur. En Pro D2 de football, très mauvaise prestation des joueurs d'Évian-Thonon-Gaillard qui se sont inclinés hier soir à Sochaux 1-0. But de Karl Toko Ekembi à la 33e minute pour les jaunes et noirs. Et puis un mot de basket. L'Asvel s'empare provisoirement de la tête du championnat de Pro A grâce à sa victoire à la maison face à Dijon 69-67. À ce soir. La Voix est libre, deuxième partie consacrée à la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a réduit le groupe avec Daniel Navreau, directeur de la publication prospective Rhône-Alpes-Méditerranée. Et face à lui, Yannick Cusy, rédacteur en chef adjoint de France 3 Auvergne. Les 6 et 13 décembre, je vous le rappelle, on vote pour élire 204 conseillers régionaux. Mais ils seront 230 sur les listes. Et pourquoi donc ? Eh bien, tout simplement parce que certains des candidats qui vont être élus vont immédiatement démissionner de leur mandat ou seront contraints par les règles de cumul des mandats à démissionner au moment des élections législatives. Vous parlez des parlementaires, par exemple. Et voilà, les parlementaires qui normalement, dans cette élection, sans doute. Qui normalement devraient être touchés par le cumul des mandats après mars 2017 et donc au moment de leur réélection ou de leur élection en juin 2017 seraient obligés
de quitter toute fonction exécutive à la région. Donc pour faire le calcul, hein, ça fait 2 suppléants par département, 12 départements plus la métropole, 2 fois 13, 26, plus 204, 230. Comme tout scrutin de liste, il y a toujours plus de candidats qu'il n'y a de sièges à pourvoir. Un mot sur également le vote, c'est-à-dire qu'on va voter, pour que ça soit clair pour tout le monde, on aura un même bulletin pour l'ensemble de la grande région. Chaque liste aura le même bulletin dans toutes les sections départementales, contrairement à ce qu'imaginent certains, c'est-à-dire que dans l'Allier Les premiers concernés, ou en même. Savoie, eh bien, on n'aurait pas tout à fait le même bulletin, ça serait pas mis dans le même ordre. Non, chaque liste aura le même bulletin dans tous les départements ou dans la métropole de Lyon, c'est très clair. Bon, à tous les candidats, vous avez bien compris maintenant, hein. Donc un seul bulletin pour tout le monde. Allez, le scrutin régional, comment ça marche? Eh bien, petite explication en image avec Patricia Chalumeau. Une carte régionale remodelée, mais un mode de scrutin inchangé. Le scrutin de liste à 2 tours à la proportionnelle. Un seul tour peut suffire si l'une des listes obtient dès le premier tour plus de 50% des voix. Si aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, un deuxième tour est organisé. Seules les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés peuvent se présenter. Elles peuvent aussi fusionner avec les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages. La liste arrivée en tête au second tour obtient d'entrée une prime d'1/4 des sièges, en plus de ceux correspondant à son score. Cette prime au gagnant permet de dégager des majorités stables. Les autres listes se répartissent à la proportionnelle les sièges restants. Le nombre des nouveaux conseillers régionaux reste inchangé malgré la fusion des régions. Ils éliront ensuite pour 6 ans leur président de région. Je voudrais juste qu'on revienne sur cette prime majoritaire de 25%, parce qu'on trouve son origine chez nous. Hein, son origine, c'est la crise de 98. Oui, notamment en Rhône-Alpes et dans 4 autres régions en France. Donc 1998, 5 présidents de conseils régionaux, tous UDF d'ailleurs au passage, sont élus avec les voix du Front National, parce qu'il y avait une égalité en sièges, droite-gauche, et donc l'impossibilité de désigner, sans intervention du FN, le président et l'exécutif régional. Donc l'instauration de la prime majoritaire a vocation à garantir des majorités pour gouverner. Ce genre de situation. Alors, est-ce qu'elle garantit une majorité régionale absolument? Ça n'est pas si simple. Si le camp majoritaire est lui-même fractionné, comme c'est par exemple le cas actuellement en Rhône-Alpes, on a certes une majorité, mais est-elle si stable que cela? Ça n'est pas sûr. Mais enfin, c'était pour effectivement éviter le scénario 1998 que cette mesure a été prise. Alors l'un des enjeux de cette élection, ça va être la participation, vous le savez. Et là, eh bien, on se retrouve d'abord dans une configuration, je dirais, en termes de date. Depuis 1965, on n'avait jamais voté en décembre. Yannick, est-ce que ça peut avoir un impact, sachant qu'aujourd'hui, à peu près, les instituts de sondage nous disent un Français sur 2 ira voter? Moi, je pense qu'il y aura un impact, évidemment. Je pense qu'en ce moment, c'est difficile d'envoyer les gens voter. Les gens n'ont pas envie de voter. Il y a un rejet de la politique qui est de plus grandissant. Je pense qu'on va vers une grosse abstention, malheureusement. Et en plus, effectivement, il y a ce côté fin d'année. Je crains les priorités, achat de cadeaux de Noël. Alors, par exemple, à Lyon, fête des Lumières, il manquait plus que ça. Voilà. Oui, puisque ça sera le premier tour. Pour le premier tour. Pour la fête des Lumières, qui est magnifique. Mais voilà, je ne pense pas que ça va mobiliser les foules, d'autant qu'on va sûrement y venir. Puisqu'on parlait des listes, on n'a pas vraiment beaucoup de quoi attirer le public. On a beaucoup, pardon de le dire comme ça, mais beaucoup de second couteau en politique, comme on dit sur nos listes. Ce qui fait que je crains que ça ne passionne pas les foules. Oui, alors depuis 1998, les talents politiques souvent ont fui les élections régionales. Bon, ça c'est un constat qu'il faut faire. Cela étant dit, on a quand même quelques éléments talentueux qui vont concourir, heureusement, mais on ne citera pas de nom parce qu'on ferait beaucoup de quand même. Oui, je parlais des plus connu que Madame Grosse-Tête, qui était candidate en tout cas. On aurait pu espérer que la nouvelle région attire plus de vedettes. Les dates, effectivement, et notamment le deuxième tour, un 13 décembre, cela, effectivement, a un côté un peu effrayant. Alors, en revanche, on peut espérer que la création de la nouvelle région va susciter un certain intérêt, un effet de curiosité et conduire les gens effectivement à avoir un peu plus conscience de la nécessité de leur vote parce que participant à quelque chose de nouveau. Mais c'est vrai que la période est quand même très très peu propice à favoriser le Daniel est optimiste. Moi je pense que malheureusement ce qui va beaucoup l'emporter c'est la politique nationale, on le sait, et l'envie de s'exprimer face à la situation actuelle au niveau national, et j'ai peur que ça l'emporte sur l'intérêt pour les sujets dont on a parlé tout à l'heure, fondamentaux pour la région. On va y revenir dans les effets électoraux. Je suis moins optimiste. Lundi 9 novembre à midi, date limite de dépôt des listes. Messieurs, il y a une liste quand même qui
qui m'interroge, c'est la liste Laurent Wauquiez. On connaît les têtes de liste, les binômes départementaux à peu près, mais on n'a pas plus d'infos. Messieurs, alors est-ce que vous en avez d'autres infos? Et à votre avis, pourquoi? Qui commence? Je commence? Oui. Laurent Wauquiez est quelqu'un qui aime contrôler sa communication, on le sait, il aime être le patron quand il fait quelque chose, il s'en cache pas, il le dit sur les plateaux de télé. Je crois que Laurent Wauquiez a un gros problème qui n'est pas réglé, c'est un problème d'unité lui aussi, même s'il a commencé cette campagne en disant qu'il avait fait le rassemblement avec le centre, dans les faits c'est pas complètement exact, il y a encore des discussions et je pense qu'il essaye de ménager ces gens-là et de trouver la bonne place. Je vais vous donner un exemple avec Louis Giscard d'Estaing par exemple, qui en ce moment discute encore de sa place dans la liste par rapport au modem local, etc. Voilà, ce genre de petits problèmes fait que pour l'instant ça traîne. Oui, encore Daniel Ducléry par exemple à Montluçon qui serait bien numéro 2, qui ne sera peut-être pas. Voilà, et ces choses-là le ralentissent. C'est une des choses qui ralentissent sa liste. C'est vrai. Maintenant, c'est vrai que l'apparition du modem dans le jeu a un petit peu compliqué les choses par rapport aux Républicains, qui du coup, au lieu d'avoir une formation centriste, surtout avec deux formations centristes, mais c'est un peu compliqué parce que le contingent UDI est géré nationalement par Jean-Christophe Lagarde. Donc c'est un contingent Lagarde sur lequel Laurent Wauquiez, me semble-t-il, n'a pas beaucoup de prise. On a le contingent modem, et puis on a quand même dans de nombreuses fédérations des Républicains des combats à couteau tiré pour savoir qui doit être ou non candidat. Donc là, Laurent Wauquiez s'est trouvé confronté à des réalités un peu complexes. Mais les choses n'ont pas été quand même non plus très très simples pour la constitution des listes du côté de Jean-Jacques Kirane. C'est quand même significatif d'une chose, c'est qu'on voit bien que les partis politiques ont une grande difficulté à construire dans le détail leur offre électorale. Quant aux petits partis politiques, eh bien, ils font de la démocratie interne avec un nombre de militants excessivement limité. On a une crise des partis politiques qui est évidente en ce moment, et ce problème de composition des listes Wauquiez ou Kirane en est l'illustration. Donc liste Wauquiez, liste Kirane, liste Boudot pour le Front National, liste Kukierman pour le Parti communiste. Je ne vais pas enclencher le débat Front de gauche sur cette appellation que les uns et les autres s'arrachent. Et puis liste Colas pour les écologistes. Donc les 5 principales listes. Il y en a 3 autres qui a priori seront là, c'est quasiment sûr. Lutte ouvrière, l'Union populaire républicaine, donc on va dire des souverainistes, et puis Debout la France. J'ai juste une question sur ces rumeurs qu'on a depuis plusieurs jours sur la constitution d'une autre liste qui serait une liste 100% citoyen menée notamment par quelques anciens du Modem ou des Modems qui ne seraient pas d'accord avec l'Union avec les Républicains. Vous avez des infos de votre côté, est-ce que ça vous paraît crédible ? C'est un parti qui existe, qui était présent au municipal, par exemple, à Clermont-Ferrand, pour donner un exemple, qui est assez viral, comme on dit. C'est-à-dire que c'est des gens qui communiquent beaucoup par mail et sur des forums, qui s'estiment en dehors du système, qui veulent renverser la table un peu et faire une nouvelle politique. Voilà, c'est comme ça qu'ils se présentent. Il est question, dans les derniers forums que j'ai lus, effectivement, d'une candidature qui se profile dans notre région, à confirmer. Moi, je suis sceptique. Il faut quand même trouver les 230 candidats avec quand même un minimum de leaders. Et puis, il faut arriver à financer la campagne. Et c'est donc complexe. Tout le monde annonce une liste Modem, il n'y a pas de liste Modem. De centristes dissidents du Modem, il n'y en a pas eu. Maintenant, on parle de cette liste de centristes et d'indépendants. Sincèrement, je pense que la probabilité qu'elle voit le jour est très faible. Un petit tableau pour vous donner le rapport de force aujourd'hui dans les 2 conseils régionaux en Auvergne. Gauche 60%, droite 40%, c'est à peu près l'étiage. Et puis dans le conseil régional Rhône-Alpes, la gauche 51%, 34% pour la droite, et puis 15% pour le Front National. Juste la différence intéressante à noter malgré tout pour le téléspectateur, s'il n'y a pas d'élu Front National en Auvergne. C'est vrai. Le Front National pour l'instant n'est pas très fort en Auvergne. Et doit. En tout cas, s'il veut réussir, il va falloir qu'il se développe fortement, même si aux dernières élections, il s'est fait remarquer dans le Cantal notamment. Donc ça peut se traduire dans les résultats. Pour l'instant, dans les sondages, on va y venir, j'imagine. Oui, et bien on y vient maintenant. Merci Yannick. Voilà. Vous allez animer peut-être avec moi pendant la campagne. Allez, je voudrais qu'on revienne sur le dernier sondage en date. C'était la semaine dernière, sondage BVA pour le Dauphiné libéré et le Progrès. On va s'intéresser au premier tour où on voit donc... il n'y a pas d'énormes changements, en tout cas les chiffres qui sont donnés par rapport au sondage précédent, à savoir Laurent Wauquiez qui arrive en tête au premier tour, suivi de la liste Kirane, 11 points d'écart. Christophe Boudot fait donc à peu près 22%. Par contre, ce qui est intéressant, c'est presque après, c'est-à-dire Jean-Charles Colas avec la liste Parti de gauche Europe Écologie Les Verts, soyons clairs, qui plafonne, et puis la liste communiste à 7%. Sur ces 2 dernières... On sent qu'on n'a pas du tout de dynamique, en tout cas depuis un mois. Alors, si on prend les 3 sondages qui ont été effectués en septembre, puis 2 en octobre,
on voit quand même une évolution. C'est la seule qui est véritable. C'est la liste Colas. Europe Écologie, Parti de gauche, Nouvelle Donne. Qui baisse. On part de 15% en septembre. Et puis, on descend progressivement à 10, 11 et puis maintenant 8,5. Alors que dans le même temps, la liste communiste progresse de 5 points. Donc là, on voit qu'il y a une recomposition sur la gauche du Parti socialiste qui est très très nette et au détriment de la liste Colas. Et on peut parler d'un effondrement. Quand on passe de 15 à 8,5 en 5 semaines, c'est un effondrement. Alors à voir si effectivement cela est confirmé, à moins que le score de 15% de début septembre était trop important. En l'état actuel des choses, le pari des Verts, pour des choses simplement, est manqué, quoi. Là, ils le ont pari des juste Verts, les on rappelle, 5%. c'était d'arriver en tête Voilà. à gauche D'arriver sur en le premier tête, tour. Ne serait-ce qu'avoir les 10% pour se Et maintenir. illustration donc, du tableau qui a été fait du mode de scrutin, là la liste Colas est très intéressante. Selon qu'elle fasse plus ou moins de 10%, lui permettra soit plus de 10%, eh bien, de maintenir une liste, donc une capacité de négociation assez forte avec Jean-Jacques Quérade. Par contre, s'il fait moins de 10%, eh bien, il n'a que la solution de fusionner avec Jean-Jacques Quérade, mais là, effectivement, en position de faiblesse de négociation. Et soyons clairs, hein, ça sera la question, l'enjeu du soir du premier tour et des 48 heures qui suivront. Je dirais, si on veut voir les enjeux, il y aura celui-là, l'écart Quérade-Colas et la barre des 10%. L'autre enjeu, c'est le classement d'arrivée. Quels sont les 3 premiers au soir du premier tour? Est-ce qu'on a Wauquiez, Quérane, Boudot ou Wauquiez, Boudot, Quérane? Et ça, je crois que c'est aussi une des grandes attentes du soir du premier tour. Sans doute. Je voudrais qu'on voit les chiffres du second tour, messieurs. Donc, sur ce sondage encore, Laurent Wauquiez est donné gagnant avec 3 points d'avance sur Jean-Jacques Quérane. Christophe Boudot à 23%. Ce qui est intéressant, c'est les chiffres qui vont avec ce second tour sur les reports de voix notamment. Et on voit qu'ils sont mauvais, on va dire quand même, ou pas très bons en tout cas, à gauche principalement. Oui, à gauche principalement. Et alors, c'est l'électorat communiste semblant être encore plus malveillant que l'électorat écologiste. Mais bon, là, écoutez, franchement, je pense qu'il faut être un peu prudent dans le commentaire des sondages, dans le détail. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est maintenant de repérer les dynamiques électorales. Alors, c'est pas évident, puisqu'on va avoir une campagne excessivement courte. On et donc très politique, la semaine prochaine. Politisé, très politique et polémique, laissant, je le crains, un peu de place aux grands débats stratégiques et de fond. C'est vrai, c'est dommage. Mais à voir effectivement comment vont s'établir ces stratégies électorales avec la cristallisation du vote qui se fait dans les 10 derniers jours. Il y a un souci pour Jean-Jacques Quérane qui est de savoir si effectivement, comme il l'annonce, les électeurs, par exemple, du Parti communiste vont s'abstenir ou pas au second tour parce qu'il en parle. Et puis il y a l'abstention. Convaincre les abstentionnistes peut changer la donne et ça, c'est un gros boulot. Merci messieurs d'avoir éclairé nos lanternes. J'espère que cette émission vous aura été utile. La semaine prochaine, on rentre dans le dur avec le tout premier débat des élections régionales. Grand débat s'il en est, puisque pour la première fois, les 5 principales têtes de liste vont se retrouver ici, sur ce plateau, pour confronter leur point de vue, leur vision de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Une émission exceptionnelle qui débutera à 11h. Et maintenant, l'instant speakerine pour vous annoncer donc les programmes de cet après-midi. 15h20, documentaire sur un procès historique qui s'est déroulé il y a 62 ans, celui des soldats de la division Das Reich, responsable du massacre d'Oradour sur Glane. Et puis sur France 3, 1 heure plus tard, l'indispensable Chronique d'en haut qui vous emmène dans le parc de la Vanoise. Laurent Guillaume vous fera découvrir l'automne dans ce superbe massif. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous revois samedi prochain avec mon confrère Yannick Cusy pour une voix libre, donc spécial débat des régionales à partir de 11h. Très bon week-end à tous.